Ça rend heureux en fait, ça rend heureux, l'effort rend heureux. C'est ça la différence, c'est ça qui rend heureux. Le moteur, c'est ça. Tu as fondé Midi Market. Ouais. Comment elle est arrivée cette idée La première boîte que j'ai lancée, c'était une boîte dans les plats préparés. Je savais à peine cuire un œuf. C'était plutôt la soif d'aller vers un truc qui me semblait logique et d'y aller à fond. Bienvenue sur le podcast Par les créateurs, pour les créateurs. Ici, on vous partage des discussions avec des personnes inspirantes pour vous encourager à créer. Aujourd'hui, notre invité pour le 4e épisode, Yvan Verhofstadt, député européen et entrepreneur. Ce podcast vous est proposé par Socialbox, agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux. Du coup, bonjour Yvan. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Mais du coup, j'ai lu un peu ton parcours et tu as vécu, tu as entrepris énormément de choses. Et donc, je me demande comment est-ce que tu te présentes. Comment est-ce que je me présente ? Ouais. Je crois qu'au fond de moi, je suis un passionné et j'adore découvrir. Et je pense que c'est ça la base de la création, c'est d'avoir envie de découvrir des nouvelles choses et du coup de se lancer parfois de manière un peu folle. Tu vois, la première boîte que j'ai lancée, c'était une boîte dans les plats préparés. Je savais à peine cuire un œuf, donc c'était découvrir, c'était plutôt la soif d'aller vers un truc qui me semblait logique et d'y aller à fond. Et puis après, on voit ce que ça donne. Donc un entrepreneur passionné. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu as plus de 20 000 abonnés sur les réseaux, si on combine un peu toutes les plateformes. Surtout sur LinkedIn, je vais être honnête. Mais ça monte sur le reste. Mais petit à petit, tu commences à être présent sur Insta, sur TikTok même, je vois. Est-ce que tu te considères aussi comme influenceur ou créateur de contenu ? Plutôt comme... j'essaie plutôt de faire de la pédagogie. Alors, créateur de contenu, oui, pour essayer justement d'être compris et de traduire. En fait, ouais, c'est plutôt ça, passeur de messages, essayer de traduire la réalité. Parce qu'en fait, c'est ça qui est vraiment compliqué en politique, c'est que la vérité, la réalité, elle est complexe. Et ceux qui donnent les messages les plus simples et qui donc sont le plus entendus, en fait, ils déforment complètement la réalité. Et donc, essayer de voir comment est-ce qu'on peut parler de la compétition internationale, des grands empires que l'on a dans le monde et de la mondialisation, de toutes ces choses-là de manière simple, parce qu'en réalité, ça touche le quotidien de tout un chacun. Donc oui, j'essaye de vulgariser un tout petit peu. C'est pas facile, ça s'apprend, c'est un métier. Donc j'essaye de développer ça un petit peu. Et ça fait partie de mon job, je crois. En fait, ça fait partie de mon job d'essayer de travailler sur la prise de conscience de ce dont on parle, en fait. Ok. Et aussi, j'ai l'impression, c'est aussi un canal qui te permet de communiquer. Je parle de LinkedIn, par exemple. Ça te permet de communiquer des infos que tu veux sans qu'elles soient déformées aussi. Parce qu'on en parlait juste avant. Tout ce qui est journaliste, ça peut déformer du contenu, en fait. Oui, et c'est d'essayer de... Moi, ce qui est ma frustration parfois, c'est que dans le journalisme et dans la presse, ce qui fonctionne, c'est beaucoup les petites guéguerres de personnes, etc. Mais en fait, on s'en fout de la personne. Ici, moi, ce pourquoi je travaille, c'est pas pour ma petite personne, c'est pour des idées, des projets, des convictions auxquelles je crois. Et donc, c'est d'essayer de donner de la place, déjà, et de prendre le temps d'essayer d'expliquer ça. Par exemple, l'Europe, c'est quelque chose qui paraît complètement abstrait. J'essaye d'expliquer au quotidien c'est quoi mon job, et du coup de le rendre concret pour les gens. Donc oui, d'avoir la place pour pouvoir le faire en direct, pour pouvoir vraiment parler du fond et pas des personnes. Ok, ça fait sens. Au niveau de l'entrepreneuriat, quand est-ce que tu as lancé ton premier business ? Je parle pas d'un business avec un business plan, etc., mais peut-être un premier business dans la cour de récré ou quelque chose où tu t'es rendu compte, ok, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ok, là, c'est peut-être le premier projet que j'ai lancé. C'est une bonne question. J'ai toujours été un peu commerçant, donc et puis j'ai toujours un petit peu eu l'esprit de compétition. Donc c'est vrai que même quand il fallait vendre du massepain, je dois dire que chez les scouts. Voilà, chez les scouts. Alors j'ai trouvé que c'était quand même peut-être pas si compliqué de faire du massepain, donc j'avais essayé d'en faire moi-même aussi. Je me suis dit comme ça, on va intégrer la chaîne de valeur et on va prendre 100% de la marge. Ok. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé depuis tout petit. J'aime bien me lancer des challenges comme ça. Maintenant, on devient aussi entrepreneur par hasard. C'est un train qui passe. La vérité sur la manière dont je suis devenu entrepreneur, c'est que j'avais fait un business plan au sein d'une entreprise d'Elite Traiteur pour pas la citer, et l'actionnaire n'a pas voulu de mon business plan. Et je dis si c'est comme ça, moi je vais démissionner, je cherche un autre job, ça va pas marcher. Il dit si vous êtes si sûr de vous, faites-le vous-même.
j'avais pas du tout anticipé que la semaine d'après, j'aurais rendu les clés de ma bagnole, recherché mon vieux bureau d'étudiant et commencé à essayer de trouver une usine pour démarrer, une usine de plats préparés. Donc, et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai dit, OK, chiche, taper dans la main. Et puis j'ai trouvé une vieille saumonnerie où on a commencé à faire des plats préparés, quoi. Ok, ouais, dingue. Donc, parfois, ça va très, très vite. Mais ouais, donc c'est ça qui t'a donné un déclic en fait. C'est Ouais. le fait d'avoir une porte qui s'est un peu fermée avec ce business plan que t'as En fait, rendu. c'est resté cohérent. Et puis, à un moment donné, et je crois qu'on a tous ça tout le temps, en fait. Il y a des trains qui passent et il faut se dire, OK, je réfléchis pas, je fonce. Mhm. C'était débile. Je veux dire, j'étais le patron d'une chouette petite boîte, mais ça me semblait pas cohérent. J'ai vu le truc, je me suis dit, OK, je vais pas, on verra bien. Et puis, si ça marche pas, on mangera des pâtes pendant quelques mois. Et si ça marche, tant mieux. Et un regret par rapport à ça ou pas? Oui, bah parce que, enfin, regret, non, en fait. Non, je me suis pris plein de claques. On a failli faire faillite plusieurs fois dans cette première boîte là, parce qu'on avait vu peut-être trop petit et voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Donc, non, j'ai pas vraiment de regrets, en fait. Moi, dans les mentalités, il y a des gens qui ont besoin de garder les opportunités ouvertes longtemps. Hein, par exemple, même au resto, il y a des gens qui vont changer, même après avoir fait commande, vont dire ah, non, en fait, j'ai changé d'avis, je voudrais bien que ce truc-là, mais sans les cornichons ou avec le. Et puis il y a les autres qui prennent une décision et qui ont facile à assumer. Moi, je fais partie de ceux-là. En fait, à un moment donné, je dois décider. Et après, je mets toute mon énergie plutôt me dire, bah, en fonction de ce que j'ai décidé, comment est-ce que je vais essayer de le transformer en quelque chose de positif. Comment tu t'adaptes après? Voilà, comment je m'adapte après. Et je me Mhm. pose pas tellement souvent la question de savoir si j'ai fait le bon choix ou pas. Il est posé. Donc, à partir du moment où il est posé, moi, je vis avec. Donc, je ne vais pas le remettre en question. Je vais dire, OK, mais peut-être que je peux revenir à autre chose, ou que ça peut bifurquer, mais je regarde plutôt vers demain que vers hier, quoi. Ok. J'en connais pas mal des gens qui changent de décision de plat après avoir commandé. C'est fréquent, c'est normal. Ils sont pas malades. Hein. C'est un profil psychologique. Et tu préfères être entrepreneur ou politicien? Je préfère être entrepreneur. Ok. Est-ce que tu peux être les deux? On peut être les deux. Et aujourd'hui, je crois que ma responsabilité est d'être politicien. Je le vois en partie comme ça. Et j'ai aussi du bonheur. Il y a aussi des moments et des aspects qui me plaisent vraiment fort. Le contact avec les gens, l'intérêt pour les matières. Et j'ai parfois l'impression que je suis entrepreneur pour la Belgique ou entrepreneur pour l'Europe, ou j'aimerais être entrepreneur. En fait, ce qui me frustre dans la partie politicien, c'est que je voudrais avoir les leviers d'action qu'on a quand on est entrepreneur. Mhm. Et par exemple, au niveau européen, moi, j'ai un vrai business plan pour l'Europe, quoi. Et en plus, je suis vraiment intimement convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux au niveau économique, beaucoup mieux au niveau transition climatique, beaucoup mieux au niveau social. Mhm. En fait, on peut construire un monde bien meilleur. C'est juste qu'on est vraiment nul dans l'exécution, quoi. Ouais. Et que le pouvoir qu'on a pour pouvoir changer ça me frustre. Donc, c'est pour ça que je préfère être entrepreneur, parce que là, j'étais mon patron. Et je mettais en place avec l'équipe qu'on avait créée, on mettait en place ce qu'on voulait et ça avançait dans la direction qu'on avait choisie. Ici, tu as beau créer, si je reprends le thème d'aujourd'hui, tu as beau créer des visions, pour les mettre en œuvre, il faut vraiment galérer, quoi. Ça met un temps fou, en fait, comme politique. Mhm. Oui, je pense que comparé à l'entrepreneuriat, c'est hyper difficile de faire avancer les choses, j'imagine, mais c'est surtout lié au fait qu'il y a plein d'autres barrières, en fait. C'est un autre niveau. C'est l'Europe, c'est pas notre petite Belgique, peut-être. Oui, mais même au niveau de la Belgique, et c'est vrai, en Europe, déjà parlementaire, on est 720 sur un pied d'égalité. Mhm. Au niveau de la commission, si on prend la commission, je ne sais pas si les auditeurs savent un peu comment elle est organisée, mais elle a fait un organigramme. Tu fais un organigramme comme ça dans le privé, tu es viré le lendemain parce que chaque commissaire est il y a toujours au moins 2 commissaires responsables de chaque tâche. Mhm. Donc, il n'y a pas moyen de responsabiliser un commissaire par rapport à une tâche. Donc, en fait, c'est un beau bordel. Et donc, notre capacité de décision, donc à la Commission, c'est compliqué. Et au niveau des États, donc le Conseil, c'est très compliqué aussi parce que chaque État peut avoir intérêt, c'est un dilemme du prisonnier constant, intérêt à jouer sa carte perso. Et donc, de nouveau, il n'y a pas une manière de décider ou une organisation qui pousse à la décision efficace. Chacun peut se dire, non, moi, je vais jouer ma petite carte et je vais du coup optimiser mon intérêt à court terme, mais au total, c'est pas un jeu à somme nulle. Et ça, c'est hyper frustrant, en fait. On pourrait faire 10 fois mieux. Est-ce que tu penses pas que c'est fait exprès d'être ficelé de cette manière pour que justement une personne ou un individu ne puisse pas changer
toute une partie de la structure ou enfin pour pas Oui, que ça je avance pense trop que vite en fait. ça met ça aussi à l'inverse, ça crée de la résilience. Donc c'est vrai que quand il y a peut-être aussi une personne ou des personnes, par exemple plus d'extrême droite que dans certains pays comme la Hongrie, bah, tout seul, il sait pas foutre le bordel non plus au niveau européen. Le fait que ça soit complexe crée aussi de la résistance, de la résilience et de la robustesse au niveau de l'institution. Mais en même temps, ça crée une telle lourdeur que c'est frustrant pour quelqu'un qui a eu l'habitude de dire ouais, je choisis ça, on y va, on avance, et puis si on se trompe, on fera autrement, mais go, 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 quoi. Mhm. Et donc ça, c'est compliqué. En termes de cohérence, c'est compliqué. Et pour revenir sur le côté entrepreneuriat, tu as fondé Medi Market. Ouais. Comment elle est arrivée cette idée de Medi Market? C'est pas super sexy, mais la réalité, c'est la vérité, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré, comme toujours. En fait, on a regardé les gens. À la base, c'est ma belle famille a une maison dans les Cévennes. Alors, je sais pas si vous avez déjà été dans les Cévennes. Cévennes, c'est des cailloux, c'est très joli, mais c'est quand même vraiment vraiment paumé, des petits villages. Et chaque fois qu'on était dans cette maison de famille, ma femme et ses copines allaient à une grande pharmacie. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre? On est tranquillou là au soleil, et toi tu vas dans une pharmacie, tu reviens avec 150 balles de produits de soins, etc., etc. Elle dit, ben, viens voir un jour ce concept. J'ai été voir le concept. C'est une sorte d'hypermarché, enfin de supermarché de la santé au milieu de nulle part. Ça ressemblait à un grand Aldi, en fait, Ok. avec un grand parking. Je me suis dit, waouh, ce concept-là. Et il y avait des millions des dizaines de personnes qui venaient tout le temps. Et je me dis, ça doit faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mhm. Donc, on s'est amusé. C'était un peu une blague qui est venue à l'apéro, etc. On dit, bah, on va quand même essayer de se renseigner. Donc, on avait commencé à compter le nombre de gens qui allaient. On leur demandait quel était leur panier. Donc, on a essayé de faire des calculs jusqu'au jour où, by the way, on s'est rendu compte que c'était inscrit sur les tickets le numéro de client. Donc, il suffisait de venir le matin et le soir et on savait exactement le nombre de clients plutôt que d'y passer 4 heures à faire des comptages. Enfin, ça, c'est pour la petite anecdote. Bon à savoir pour les suivants. Bon à savoir pour les suivants. Regardez le numéro en dessous, il y a un numéro de client et donc c'est plus facile à compter. Et donc, on s'est pris un délire là-dessus en se disant, bah, tiens, c'est incroyable, ça n'existe pas en Belgique. Et quand tu dis on, c'est qui? Avec les potes qui étaient là, si Okay. tu veux. Et puis voilà, moi j'étais le plus motivé de tous. Hein, donc moi je trouvais que c'était un truc de fou. C'est pas sorti de ta tête. Voilà, c'est pas sorti de ma tête. Et puis je suis revenu en Belgique et on m'a dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que juridiquement en Belgique, ce type d'approche, ça marchera pas. Le monde de la pharmacie, il y a des limites légales, etc. Et qui t'a dit c'est pas possible? Entre autres, tous les gens qui étaient dans la place. Okay. Donc les pharmaciens, mais aussi des gens de chez Eddy, des gens tous les gens que j'allais voir me disaient non, mais en Belgique on peut pas faire ça. Ça existe dans plein d'endroits dans le monde, mais en Belgique c'est impossible parce que. Et je me suis dit là il y a peut-être un truc à faire. Si on me dit que c'est pas possible. Et puis dans un petit coin de ma tête, je suis juriste quand même. Et en fait il y a moyen de faire de la créativité avec du droit. Et ça c'est quelque chose qui m'amuse vraiment beaucoup. Et donc je me suis dit on va essayer de voir comment on peut passer autour de l'obstacle, avoir une approche un peu différente, contourner quelque part les limites légales qu'il y avait réellement en Belgique, parce qu'il y avait vraiment des limites, mais il y avait moyen de les contourner. C'était des limites légales au niveau de tout ce qui est médicaments? Voilà, des règles qui s'appliquaient aux médicaments et qui, par extension, les gens qui vendaient les médicaments et qui vendaient aussi de la parapharmacie appliquaient les mêmes règles à la parapharmacie, alors qu'au départ, dans la définition, ils n'étaient pas concernés par ces règles-là. Okay. Et donc, la créativité, c'est aussi ça, c'est voir un problème, se dire, OK, comment est-ce que d'un point de vue même en utilisant le droit, je peux contourner ça? L'autre exemple que j'adore citer, parce que j'aurais adoré inventer ça, c'est pour avoir un permis de moto, c'est super compliqué. Moi, j'ai pas le permis de moto et ça m'énervait parce que je voulais une moto pour me déplacer à Bruxelles. Et puis, il y a un gars qui a eu ce problème-là. Il a regardé les textes et il s'est dit « Ah tiens, c'est marrant, quand on écarte les roues avant de 47 cm, qu'on a 2 rétros et un frein au pied, c'est considéré comme une bagnole, même si c'est à la taille d'une moto. » Et il a inventé le Piaggio 3 roues. Ok, donc c'est pour ça, c'est pas au niveau design, quoi. C'est vraiment juste au niveau juridique. C'est uniquement pour ça. Et donc il s'est dit « Je vais créer un produit qui correspond à un besoin, qui est le fait d'avoir pouvoir rouler en moto sans avoir le permis moto, en contournant le bazar, pour tous les mecs qui ont un permis bagnole puissent rouler en Piaggio 3 roues sans devoir passer le permis moto. » Je trouve que cette idée-là, elle est juste géniale. Ça, c'est aussi de la créativité. C'est j'ai un besoin, je suis frustré. En fait, il y a un moyen de le contourner et d'arriver à quelque chose qui fonctionne. Donc, je me suis acheté un Piaggio 3 roues. Magnifique. Et on peut encore s'acheter un Piaggio 3 roues pour esquiver ces... Avec un permis voiture, ouais. Ok, génial. Ouais. Merci pour l'insight. Et donc aujourd'hui, Medi Market, il y a plus de 140 magasins en Belgique, peut-être un peu plus. Oui, ça n'arrête pas d'ouvrir. On avait encore avec les anciens, parce que c'est ça aussi,
l'entrepreneuriat et la création, c'est partager une aventure incroyable. Et donc hier soir, on avait pas plus tard que hier soir, on avait encore un souper avec des anciens où on se souvenait de toutes les galères qu'on a eues quand on a commencé avec 3 fois rien à construire MediMarket, et ça lie pour la vie. En fait, on se fait aussi, j'étais le patron, mais on se fait aussi des amis pour la vie, vraiment. Plus peut-être qu'en politique, mais en tout cas là, on se fait des vrais amis avec qui on a passé encore un bon moment hier. Donc oui, voilà, ça n'arrête pas. Il continue à ouvrir. Moi, j'avais ouvert l'Italie à l'époque. Là, cette année-ci, ils vont ouvrir 30 magasins en Italie. Okay. Et ils vont enfin aller en Espagne aussi et dans d'autres pays où je suis un peu moins sûr. Mais enfin, en tout cas, où je suis un peu moins sûr qu'ils aient raison d'y aller maintenant. Mais en tout cas, en Espagne, il y a un gros marché, il y a un gros potentiel. Donc, c'est plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 1700 personnes qui travaillent pour MediMarket aujourd'hui. Et c'est quoi le process? 140 magasins, c'est énorme, surtout dans un pays comme le nôtre. C'est quoi le process entre chaque magasin? Comment ça se développe? Est-ce que c'est 5 magasins par 5 magasins? Est-ce que c'est un par un? Comment est-ce que tu choisis des bons emplacements? C'est quoi un peu le process, si tu peux résumer tout ça? La clé alors il y a plusieurs éléments, hein. Donc le premier truc, c'est qu'il faut quand même pas tout de suite voir la montagne, parce que sinon, c'est les stoïciens qui disent ça, hein. Il faut y aller étape par étape, ou pour le dire de manière plus simple, le saucisson se mange en tranches, parce que sinon c'est quand même difficile à avaler. Mais donc il faut y aller évidemment étape par étape, mais en même temps, il faut avoir une vision claire quand tu crées ton business, de savoir si tu veux faire petit ou grand, parce que tu vas pas le designer de la même manière. Moi, j'avais envie, après les premières expériences que j'avais eues d'entrepreneuriat, j'avais envie de faire un grand business. Et donc, je n'ai pas d'argent de famille, donc j'ai été voir directement pour lever beaucoup d'argent, alors qui était libéré par étapes, mais en créant directement une structure de frais fixes relativement importante et qui ne pouvait être justifiée que parce qu'on allait ouvrir beaucoup de magasins. Donc, on a quand même, dès le départ, créé une logique avec avec une centrale de distribution, etc., qui ne se justifiait que pour X magasins et pas pour en faire un ou deux, quoi. Donc, on a designé le business quand même depuis le départ pour en faire beaucoup plus que 2 ou 3 ou 4. Okay. Et on a levé suffisamment d'argent que pour directement pouvoir en faire une petite dizaine, en fait, même si c'était libéré selon des milestones progressifs. Ok, donc tu as vu grand directement et ça t'a permis de développer plus facilement par la suite. Et pour moi, c'est parce qu'on parle souvent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de grandes boîtes en Europe, etc., etc. Pour moi, c'est un des vrais problèmes, c'est qu'en Europe, on a peur de dire dès le départ, écoutez les amis, je voudrais que vous investissiez dans ma boîte et on va perdre plein de pognon. Et tu continues l'histoire, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va venir, on va perdre plein de pognon au début. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, peut-être même 5 ans, parce que cet argent-là, on va l'utiliser pour développer une masse critique à laquelle on va arriver à un moment donné, et on va croiser nos frais fixes et nos frais variables pour, à un moment donné, avoir une rentabilité et même une barrière à l'entrée pour ceux qui voudraient arriver, parce qu'eux démarreraient de plus bas et on pourrait être en compétition avec eux et essayer de veiller à ce qu'ils ne se développent pas, mais de faire un business qui a de la taille. Et c'est ça qu'on a comme problème en Europe, et particulièrement en Belgique, c'est que justement, je crois qu'on ne voit pas assez grand, alors qu'en fait, tous les business, Google a perdu plein de pognon pendant beaucoup, il valait déjà énormément d'argent alors qu'ils perdaient de l'argent. Amazon pareil, Facebook pareil. Enfin, les boîtes au départ qui ont après une certaine taille, elles sont passées par le financement de pertes. Et pour ça, il faut du capital risque. On n'a pas assez de capital risque et on n'a pas assez d'habitude de prendre ce risque-là et d'accepter de dire je vais financer des pertes et grâce à ça, à un moment donné, je ferai beaucoup de bénéfices et je me retrouverai. Évidemment, parfois ça marche pas. Et à quel moment, après combien d'années vous avez atteint cette rentabilité avec MediMarket? Je pense que ça a quand même pris pour qu'on soit rentable 3 ou 4 ans avant de dégager notre première année à l'équilibre, quoi. Et c'est ce que vous aviez prévu dans le business plan? Non, même si in fine on s'en est rapproché. D'abord, on a accéléré encore plus que ce qu'on avait prévu dans le business plan, donc on a ouvert plus vite parce qu'on voyait que c'était encore plus, c'était porteur, mais on a aussi plus de frais, donc non, c'était, je crois que dans le business plan c'était un peu plus tôt, mais on n'a pas été si loin. En fait, je crois qu'il n'y avait pas une seule hypothèse qui était bonne dans le business plan, mais qu'elles se sont toutes compensées les unes les autres et qu'in fine, grosso modo, la dernière ligne, elle était plus ou moins cohérente. Voilà, c'est pas possible de faire un business plan qui est juste, même si moi je défends vraiment fort les business plans.
Et quand j'ai fait le business plan de MediMarket, j'avais quand même travaillé, c'était quand même un bouquin de 85 pages. J'avais vraiment développé mon idée. Après, il n'y a rien qui se passe exactement comme on l'a prévu, mais l'un compense l'autre. D'un côté, on a une bonne nouvelle, de l'autre côté, on a une moins bonne. Et grosso modo, quand on fait bien les choses, in fine, on n'est pas si loin de la réalité. Ok. Donc ça vaut la peine, en fait. Ça vaut la peine, ouais. Surtout pour pouvoir lever de l'argent et de la crédibilité, et puis d'avoir d'avoir déjà tracé l'histoire, si tout se passe bien, au moins. Et alors, on peut faire des scénarios plus ou moins optimistes et voir quelle est la solidité que l'on a. Mais après, d'avoir une sorte de ligne qu'on peut suivre pour voir si on est cohérent par rapport à ce qu'on avait anticipé. Ok. Ouais, super intéressant. Et ici, donc, je t'ai expliqué juste avant, on parle aussi pas mal de création de contenu, de marketing. Est-ce que dans un business plan, tu mets aussi tous les aspects du marketing? Bien sûr. Et à quel point ta stratégie marketing a influencé le succès de MediMarket? Alors, ce qui a été le succès de MediMarket, alors c'est toujours multiple. Il y a le succès vers l'extérieur et puis il y a le succès en interne. MediMarket, c'est une histoire où des gens se sont rassemblés autour d'un projet qui était de dire on va démocratiser l'expertise santé, on va rendre les produits de santé accessibles à tout le monde. À l'interne, ça a vraiment joué un rôle. Alors il y avait ça et il y avait le fait qu'on était des pirates. Parce qu'on s'est pris 17 procès en fait au départ. Et je pense que ça nous a vachement unis. Et donc là, il y avait besoin de créer quelque part une communauté. Et tous ceux qui venaient rejoignaient la famille MediMarket et les autres voulaient nous empêcher d'atteindre le marché. Et je crois que ça a créé une émulsion très positive d'une culture d'entreprise, une création d'une sorte on avait l'impression de se battre ensemble pour quelque chose qui avait du sens. Et après, on a essayé aussi de le traduire de manière très simple, prix, choix, conseil. On a choisi un marketing super simple, en fait. On s'est pas fait plaisir, en fait. Et créer du contenu, parce que MediMarket, déjà, le nom est pas sexy. Et puis, on n'a pas fait des magasins sexy. On s'est pas fait plaisir. On n'a pas fait des beaux magasins. C'était pas ça le but. Le marketing, il devait être cohérent depuis la baseline, prix, choix, conseil, jusqu'à certains des matériaux qu'on a utilisés, qui devaient être des matériaux basiques. C'était aussi du marketing, jusqu'au fait que nos meubles dans les magasins, outre le fait que c'était moins cher en termes d'investissement, c'était des meubles de supermarché. Parce que indirectement, tu renforces comme Colruyt le fait. Comme Colruyt, ouais, exactement. Colruyt, ses magasins, c'est un message en fait. Il fait pas des magasins moches juste pour le plaisir de faire des magasins moches. Il fait des magasins moches parce que ça montre ou ça renforce l'image quelque part du fait de dire nous on dépense pas 1 euro pour des conneries quoi. Nous tout est logique pour que ça soit le moins cher pour vous et c'est pour ça qu'on fait une chambre froide plutôt que des frigos parce que globalement c'est moins cher de vous faire rentrer dans une chambre froide où tout est réfrigéré. Enfin, tout est construit autour de ça. Chez MediMarket, on a fait la même chose. On a vraiment essayé d'être cohérent, prix, choix, conseil, et on a répété la même chose. On démocratise l'expertise centrée, prix, choix, conseil, et on a essayé vraiment de travailler là-dessus et taper tout le temps sur le même clou. Et ça a été assez important. Tu t'es fait accompagner par une boîte ou enfin une agence ou quelqu'un en interne par rapport à cette stratégie? Oui, on a une agence qui nous a aidé à développer le conseil, qui est Carré Associates, qui n'existe plus maintenant, mais avec qui on a super bien bossé. En se basant aussi sur sur des focus group pour essayer d'entendre et d'écouter ce que les gens essayer de comprendre pourquoi ma femme elle allait pourquoi elle avait pas ça allait gagner en fait quelques euros. Je veux dire quand tu vas chez MediMarket tu gagnes 20%, mais ok, tu gagnes 20% sur 50 balles, c'est 10 euros, c'est super chouette, mais pourquoi est-ce que c'est tellement important pour les gens de gagner ces 10 euros? Pas seulement pour les gens qui sont dans le besoin, même pour des gens super riches à Waterloo ou à Lannes, ils veulent pas se faire avoir, quoi. Ils disent, putain, ça existe 20% moins cher, je vais faire le détour pour aller chercher les 20% moins cher. Parce que simplement, dans le processus mental, l'être humain n'a pas envie de se faire avoir. Donc à partir du moment où il est au courant du fait qu'il y a une alternative 20% moins chère pour le même produit, ça va l'emmerder de l'avoir acheté 20% plus cher, bien au-delà de l'argent. Le symbole est plus important que même la masse monétaire, parce qu'à un autre moment, il va dire on s'en fout, on prend un petit dessert 10 balles plus cher, on s'en tape. Donc c'est pas les 10 balles, c'est le processus mental qui dit non mais moi on va pas me la faire, on va pas me la faire. Non. C'est ce qui fait d'ailleurs souvent chier les gens quand il y a les soldes. Putain, dans 15 jours il y a les soldes, je vais acheter ce produit-là, dans 15 jours il sera 20% moins cher. C'est pas la masse, oui pour certains évidemment. Mais c'est au-delà de la masse monétaire, c'est de se dire j'ai pas envie de me faire avoir, je vais attendre les soldes. Parce que sinon, voilà.
Personne n'a envie d'être le pigeon, en fait. Et pour revenir, pour structurer un peu vers notre plat pays, Oui. qu'est-ce que tu penses de l'écosystème de l'entrepreneuriat ici à Bruxelles ou en Belgique de manière générale? Et est-ce que tu penses qu'on bénéficie d'un bon réseau? Est-ce qu'on arrive à networker facilement? Je me demande, c'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Bah, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives super positives, enfin, que ce soit le réseau Entreprendre, que ce soit d'autres plateformes qui existent, qui sont vraiment bien. Le problème, il se situe pour moi pas là. Le problème, il se situe dans le fait qu'on a, je crois pas, on pousse pas assez nos entrepreneurs à voir grand. Et on leur donne pas suffisamment de moyens pour voir grand. Il suffit de regarder comment est-ce qu'on se finance les boîtes en Belgique. Donc, on a un problème d'accès au capital risque. Euh, on a, je crois que c'est 75%, je ne sais pas le chiffre exact, mais 75% de financement bancaire, 25% de financement en capital. Aux États-Unis, c'est juste l'inverse. Okay. C'est 75 en capital, 25 en bancaire. Et donc, on finance des startups avec du capital bancaire, enfin du financement bancaire. Mais la banque, elle a un taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, c'est pas avec ça que tu fais du 0 ou du x2. Donc, c'est très, très différent. Et donc, en fait, on n'a pas cette logique depuis le financement, dans la logique de se dire, non, moi, je lance un business, je mets 1 million, ben, ce million, il peut se transformer en 0, parce que je peux tout perdre. Mais ce million, il peut aussi se transformer en 2 millions. Et c'est très bien, j'ai fait x2, c'est super. Mais ça, c'est pas du bancaire. Et donc, demander à une banque de financer du risque, non, parce qu'elle va se retrouver avec 0 ou 6% dans le meilleur des cas, parce qu'elle a pris une super prime de risque, ça serait 6%. Mais donc, il faut faire beaucoup de 6% pour pouvoir rembourser la fois où tu vas faire 0. Et donc, évidemment, les banques ne prennent pas les risques nécessaires, et on ne peut pas leur en vouloir par rapport à ça. Ce n'est pas le rôle d'une banque, c'est le rôle de capital risque. Et donc, capital risque pour des petites boîtes, capital risque pour pousser les boîtes à voir plus grand, pour structurellement faire des plus grandes boîtes plus rapidement. Parce qu'en fait, c'est plus difficile de faire une petite boîte que de faire une grande boîte. Et donc, pour moi, c'est vraiment là où on a un maillon manquant. Et c'est quoi ce qui manque? C'est en partie culturel, c'est parce que je crois qu'on manque de fonds qui sont vraiment avec cette mentalité prête à perdre, mais aussi à gagner. Enfin, toi, perdre sur 4 projets, mais gagner sur 2. Et grâce aux 2 sur lesquels j'ai gagné, in fine, j'ai un rendement qui est suffisant, même s'il y en a 4 où j'ai fait 0, quoi. C'est pas grave, en fait. Mais on n'a pas assez de fonds de ce type-là. Pour moi, il y a vraiment l'adéquation entre la mentalité et le fond. Et aussi le fait que, du coup, les entrepreneurs en Belgique, ils veulent rester à limite 100% avec du capital à eux. Moi, dans Medi-Market, comme je dis, j'avais pas de pognon. Donc, j'ai tout de suite été minoritaire. Ça restait ma boîte, je suis fondateur. J'avais des partenaires financiers qui ont été super, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Grâce à eux, on y est arrivé. Ils m'ont jamais fait chier. J'ai toujours été le patron, même si j'avais pas 51% des actions. Ils avaient confiance. Et le jour où ils n'avaient plus confiance en moi, qu'ils me remplacent, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, moi, je sais que j'étais pas bon. J'avais qu'à m'en vouloir à moi-même. Donc, j'ai jamais essayé d'avoir une golden share ou de me protéger. Non, j'ai fait mon taf. Ils ont cru en moi. On a tous été dans le même bateau. Ils m'ont laissé quand même des stock options et des trucs intéressants. Mais j'étais minoritaire. C'est pas grave. Vaut mieux avoir une petite part d'une grande tarte qu'une grande part d'une petite tarte. Ouais, en effet. Enfin, et donc, tu penses que il manque des fonds du coup en Belgique, mais est-ce que tu penses pas que c'est lié aussi au fait qu'on a un petit pays en fait? Oui, mais je pense c'est pour ça qu'on doit essayer de réfléchir plus rapidement. Et c'est pour ça qu'au niveau européen, par exemple, on doit renforcer le marché intérieur. C'est ça que Mario Draghi, c'est une des choses où l'État, il y a eu 2 rapports au niveau européen. Un des 2 rapports, il dit voilà, on devrait avoir un marché intérieur qui est beaucoup plus unique. En fait, on a 450 millions de consommateurs en Europe. Si on pouvait directement tous les toucher, ce serait plus simple. C'est pas encore le cas aujourd'hui. On parle de single market, mais en fait, tu vas en Italie, tu dois recréer une boîte, tu vas revoir une banque, même s'il est marqué BNP sur la banque, elle te dit « Ah, je suis désolé, oui, on est du même groupe, mais on se parle pas avec ma société sœur et je peux pas prendre une garantie. Enfin, ce que vous avez là-bas ne peut pas valoir ici, etc., etc. » C'est débile, en fait. On devrait avoir un marché bancaire unique, un marché des capitaux unique au niveau européen, avec les mêmes règles uniques qui permettent de financer ton expansion partout et qui serait beaucoup plus
enfin voilà, sans couture, qui serait une expérience sans couture au niveau européen. Tu y vas et tu n'as pas 27 déclarations, 27 déclarations à TVA, 27 entreprises, tu sais plus comment ramener tes flux financiers, 27 législations légales au niveau des droits sociaux, etc. C'est beaucoup trop compliqué. Donc oui, on devrait le faire au niveau européen. Déjà, peut-être le faire entre les voisins. Peut-être Belgique-France, déjà, faire un virement, c'est déjà assez compliqué. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est possible d'un jour arriver à ça? Qu'on a encore plus de liens entre tous les pays européens? Je pense. Là, ce qu'on essaye de pousser là maintenant, c'est ce qu'on appelle le 28e régime. C'est-à-dire qu'au-delà des 27 régimes des États, on crée une sorte de régime européen qui soit valable dans tous les États. Et ça permettrait, par exemple, de créer une société européenne demain qui pourrait, avec cette même société, être le même numéro de TVA, le même numéro de société, d'entreprise qui serait valable dans tous les États et qui donc pourrait opérer et donc éviter d'avoir des transferts à la con. Ok. Et c'est quoi alors ton conseil à un jeune belge ou bruxellois qui veut lever des fonds? Mais du coup, le travail, il est encore plus important. C'est pour ça que j'insistais sur le business plan. Je crois qu'il faut prendre le temps de faire le business plan, de pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire y compris, on va passer par une période de perte et on va se mettre des jalons et on va libérer l'argent au fur et à mesure. Moi, je demande pas un chèque en blanc pour 1000 ans, mais je demande un engagement sur le fait que vous allez m'accompagner si les jalons sont respectés et d'aller voir des familles, des business angels qui sont quand même dans cette mentalité-là. Donc, il y en a en Belgique, mais il faut avoir un projet solide et il faut avoir accès à ces gens-là et puis toquer aux portes, quoi. Moi, je ne les connaissais pas. Les 9/10 des gens qui ont investi dans MediMarket au départ, je ne les connaissais pas. C'est via. J'ai déposé mon doc. Et puis ils m'ont dit, ouais, c'est pas mal écrit, c'est bien fait, ça a l'air de tenir la route, je suis prêt à prendre une part de risque. Et c'est comme ça qu'on a construit quelque chose, quoi. Tu dois te protéger quand tu donnes un dossier pareil, parce que ça représente énormément d'heures de travail, j'imagine. Des mois de travail. Est-ce que tu te protèges, tu donnes juste ton business plan? J'ai même pas fait signer un NDA. Tu recommanderais de le faire maintenant ou... bof, en fait. Ça crée une barrière Ça crée un peu une barrière. Bon, après, faire signer un NDA, c'est pas... Enfin, donc un accord de non-diffusion. Pourquoi pas? Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas protéger une idée. C'est super difficile de protéger une idée. La meilleure protection d'une idée, c'est le drive et le cœur de l'entrepreneur. Et je pense que la plupart des gens qui ont envie d'investir, ils se rendent compte que doubler le mec qui porte le projet, c'est complètement débile parce que ça va les mener juste à rien du tout. Et puis, il y a une sorte d'éthique. Évidemment, on ne donne pas son business plan à n'importe qui. Donc, ces gens-là, je les connaissais via. Je me suis juste renseigné sur leur réputation. Et honnêtement, j'ai jamais été déçu. Dans toutes les idées de business que j'ai eues, il y en a pas qui me l'ont fait à l'envers. Alors, je dis pas que ça arrivera pas. Si on a une idée qui est vraiment où le cœur est vraiment l'idée, mais dans MediMarket, dans le business plan, j'avais écrit noir sur blanc comment j'allais contourner et faire évoluer la législation, etc. Donc, j'avais vraiment toute la recette était présente, quoi. Donc, s'ils avaient voulu le faire eux-mêmes, ils auraient pu. Ils l'ont pas fait. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça, parce que j'ai souvent des gens qui disent « Ouais, je voudrais te parler, mais en fait, je n'ose pas trop. » Et puis après, ils se rendent compte qu'au moment où ils le disent, je suis désolé, ça existe déjà, c'est là, enfin, tu vois. Il faut en parler. Il faut en parler, et je pense que, voilà, après, il y a des endroits où on peut le faire de manière plus intelligente, on peut se faire accompagner, parce que je parlais du réseau Entreprendre, il y a un endroit où on peut se faire aider pour ce genre de choses-là. Mais je crois qu'il ne faut pas exagérer le risque de la copie. Je veux dire, l'idée, la créativité, je ne devrais pas dire ça dans un podcast, mais c'est qui est sur la créativité. Mais c'est 20% du travail, le reste c'est 80%, c'est la sueur, c'est le drive, c'est l'envie, c'est la cohérence dans la mise en œuvre, c'est continuer à inventer, c'est être cohérent par rapport à c'est porter le truc au fond de soi-même avec passion, quoi. C'est ça qui fait quand même, Jacques Brel disait, réussir, c'est le talent, c'est 10% de talent, c'est 90% de sueur, quoi. J'adore ce point de vue, drive et motivation de l'entrepreneur. En plus, c'est ce qui rend heureux. Moi, je suis convaincu, et c'est ça qui m'énerve parfois tout petit peu, c'est que je suis convaincu que, en fait, bosser, si tu le fais avec passion, bosser ou autre chose, en fait, tout, si tu le fais avec passion, c'est tellement plus agréable que de le faire avec la flemme, quoi. Même n'importe quel sport, quoi. Tu fais un sport d'équipe et tu as la flemme, alors va directement au bar, quoi. Je joue pas le match, quoi. Tu vois, c'est beau. Mais tu peux aller au bar avec passion, hein, j'ai pas de problème avec ça. On va faire un petit switch sur le côté politique. Ouais.
Donc maintenant, aujourd'hui, tu es député européen. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu en quelques mots, c'est quoi ton quotidien et les défis auxquels tu fais face aujourd'hui? Alors, il y a 720 députés européens. Donc, un de mes jobs, c'est de travailler suffisamment pour être dans les 100-150 qui pèsent vraiment au niveau européen sur les sujets qui me passionnent. Le sujet qui me passionne, c'est l'énergie, c'est la transition, c'est la réindustrialisation, c'est donc l'automobile, par exemple, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être intelligent et avoir un business plan, justement un business case qui est intelligent en termes de recyclage, de transition énergétique, etc., etc. Et donc, mon quotidien, c'est de travailler sur ce sujet pour apprendre, rencontrer des lobbies, alors on appelle ça des lobbies de manière un peu négative, mais il y a des ONG environnementales, il y a des profs d'UNIF, il y a évidemment toutes les entreprises, et c'est très normal. Donc, c'est rencontrer ces gens-là, c'est me renseigner, c'est réfléchir, c'est écrire des papiers, et puis c'est vendre. C'est vendre ça à l'interne au sein de mon groupe. Donc, chaque parti politique national fait partie d'un groupe européen. Dans ce groupe européen, on se rend compte très vite, même si on est rassemblé par ligne politique, on se rend quand même compte qu'il y a des différences énormes entre les différents pays. Donc, c'est comprendre les différentes sensibilités, voir comment est-ce qu'on peut faire des coalitions pour trouver des majorités, pour essayer de trouver un terrain d'entente qui correspond déjà au sein du groupe. Et puis, à partir de ce groupe-là, être porte-parole pour que l'idée puisse percoler au niveau du Parlement européen. Alors, ça peut percoler dans des rapports d'initiative qu'on remet ensuite à la Commission, ou bien ça peut percoler sous forme d'amendements sur des textes et qu'on va ensuite voter, quoi. Donc là, maintenant, voilà, moi j'ai eu la chance d'être assez rapidement nommé vice-président de la Commission justement de l'industrie et de l'énergie, ce qui me donne accès aussi aux commissaires européens. Et donc, je peux avoir des rendez-vous avec les commissaires européens et leur dire, voilà, là-dessus, voilà comment je vois les choses, c'est essayer de les convaincre pour que mon idée devienne leur idée, parce que la meilleure manière qu'ils l'apportent, c'est que ça soit la leur. Et donc, c'est d'essayer de travailler ensemble. Donc, c'est un, s'enrichir, et puis deux, essayer de semer pour que l'idée prenne en puissance et une majorité au niveau de la Commission, au niveau du Conseil et au niveau du Parlement. Et j'ai deux questions par rapport à ça. Comme ça a été très vite pour toi, est-ce que tu as un mentor qui t'a un peu aidé au niveau politique à ce niveau-là? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu vois de plus en plus d'entrepreneurs en politique? Alors, au niveau mentorat, d'abord, j'ai eu un super bon fit avec Maxime Prévost, quand je suis arrivé chez Les Engagés, où il m'a appris énormément de choses. Alors, je pense que je l'ai aussi aidé à crédibiliser aussi la démarche dans laquelle il était, et puis à amener aussi l'énergie et l'envie que j'avais. Mais c'est sûr que j'ai appris énormément de choses à son contact, et donc ça a été très positif au niveau des engagés. Au niveau du Parlement européen, la première chose que j'ai faite, c'est justement identifier les parlementaires, qui soient d'ailleurs de notre groupe ou d'autres groupes, qui m'inspirent. Et j'ai demandé simplement si on pouvait se rencontrer. Okay. Et que ce soit d'ailleurs pour Medi-Market ou en politique, je pense que c'est un des problèmes que l'on a, c'est qu'on n'ose pas les demander, en fait. Mais les gens adorent parler, en fait, les gens adorent partager. Les Français que j'avais été voir pour mon idée dans les Cévennes, ils m'ont partagé quelles étaient, et donc ils parlent. Et en politique aussi, même si un jour on deviendra peut-être adversaire sur certains dossiers, mais en fait les gens aiment partager. S'ils voient qu'en face on est sincère et qu'on veut vraiment apprendre, et si on écoute, en fait il faut oser, il faut ouvrir les portes, il faut aller demander. Quand on se pose la question sur un emplacement pour Medi-Market, c'est aller demander à tous les magasins aux alentours, tiens, en fait, ici, par rapport à la chaîne, votre magasin, il performe bien, il performe pas bien. En fait, ça leur coûte rien de te donner cette info-là, et toi, ça te permet de savoir. Et donc, je crois qu'il faut oser demander. Et donc là, je me suis renseigné chez beaucoup de parlementaires de tous les pays, qui étaient ceux à qui j'avais envie de ressembler, en fait. Qui t'inspiraient. Qui m'inspiraient. Et donc, j'ai été leur demander des conseils, et puis le partage. Certains Belges, certains étrangers, et donc c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Et il n'y a pas de bête question. Franchement, on se rend vite compte que on a tous nos qualités et nos défauts, et puis en fait il faut y aller franco, quoi. Donc ça pourrait être du mentorat. Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs en politique? Il y en a quand même pas encore beaucoup. Il y en a. Chez Les Engagés, on a vraiment essayé d'attirer aussi ce type de profil-là, mais vraiment des gens qui viennent du business, il n'y en a pas tellement. Qui viennent de la société civile, on a vraiment essayé chez Les Engagés d'avoir
un gros mouvement, que ce soit Yves Copiters, que ce soit Elisabeth de Gries, que ce soit de Wassège, que ce soit Vincent Blondel, que ce soit... Donc on a essayé vraiment d'attirer des personnes, ou Ramel Guissens, des gens qui ont vraiment plein de qualités, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des tonnes de gens qui ont vraiment créé des entreprises. Ça, c'est pas énorme. Mais bon, voilà. J'espère qu'il y en aura encore plus, qu'il y aura même des auditeurs petit à petit. Qui... Voilà. Tu vas peut-être en inspirer quelques-uns, Bah oui, mais c'est entreprendre aussi. Hein. La politique, c'est aussi entreprendre. C'est vrai. Et est-ce que, c'est une question un peu plus spécifique, mais est-ce qu'au niveau de ta campagne électorale, est-ce que tu as ressenti un gros impact grâce à ta communication ou aux réseaux sociaux de manière plus précise? Oui, on se rend compte que c'est là-dessus que ça se joue, que ce soit en direct ou que ce soit en viral. Parce qu'évidemment, la clé, et c'est là où, bon, quelque part, quand on est nouveau, on a quand même un vrai désavantage, quoi, parce qu'on part de plus bas. La clé, c'est d'avoir un premier cercle qui fait l'effet des multiplicateurs, qui va lui parler à 10 personnes, et puis le deuxième cercle de 10 personnes va encore parler peut-être à 3. Mais ça fait évidemment un effet boule de neige qui est incroyable. Donc, c'est la meilleure manière pour toucher les gens. Donc, vraiment essayer de travailler sur augmenter la première communauté qui, elle, peut être des ambassadeurs, qui eux-mêmes vont, et puis après, il y a une déperdition, mais au moins avoir une résonance qui va faire, avec un effet démultiplicateur, des nombres de personnes qui peuvent être touchées qui est énorme. Et donc, voilà, construire cette communauté, moi, c'était très rapide, comme tu l'as dit, donc j'avais pas encore une énorme communauté. C'est à ça que je m'attelle aussi. Et je crois que jour après jour, je le vois, jour après jour, je gagne des abonnés, que ce soit sur ma newsletter ou sur d'autres choses. Inévitablement, les gens apprennent à connaître, tu gagnes en crédibilité et puis tu peux consolider, quoi. Est-ce que tu avais, pour la campagne électorale, est-ce que tu avais une stratégie spécifique sur les réseaux sociaux qui a été mise en place ou pas forcément? Oui, quand même, on a essayé d'avoir une sorte de logique. Alors, on a été en plein de directions, mais j'ai un gars qui m'a aidé pour la campagne, qui s'appelle Damien, il se reconnaîtra, et qui a vraiment essayé de réfléchir, qui a voilà, tout le funnel de conversion qu'on pouvait avoir et comment est-ce qu'on pouvait envoyer suffisamment d'hameçons pour, in fine, convertir. Et c'est comme dans le business, en fait. Hein. Je veux dire, c'est comment est-ce que j'ai un funnel le plus grand, un démarrage le plus grand possible, et puis pour finir, comment est-ce que j'arrive à essayer de convertir un maximum pour, in fine, aller à l'acte d'achat qui, en politique, est voté. Ouais. Mais donc, oui, non, il y a eu une réflexion par rapport à ça. Maintenant, on n'est certainement pas les meilleurs. Et ouais, moi, je suis pas la génération non plus des réseaux. Donc, mes enfants se foutent tout le temps bien de ma gueule. mais c'est aussi quelque chose qu'on construit. C'est aussi quelque chose qu'on construit. Et avec mon style, de toute façon, voilà, moi, je serai jamais différent de ce que je suis. J'ai 49 ans et je vais pas en avoir 22 moins. Et en fait, ça a certaines qualités d'être un peu vieux. Parce qu'il y a certaines choses que je sais que d'autres ne savent pas. Donc, autant rester qui on est. Mais en même temps, il faut s'adapter un petit peu aux nouveaux médias, quoi. Bien sûr. Et ce funnel de vente, donc l'entonnoir en fait qui arrive jusqu'à l'objectif final, il est plus simple à mettre en place au niveau business ou au niveau politique? Je pense qu'il est plus simple à mettre en place au niveau business, parce qu'au niveau politique, il y a énormément de bruit. D'abord, c'est pas facile d'aller à la pêche au départ parce qu'il y a tellement de bruit que c'est difficile de faire une place. Donc, d'avoir une entrée de l'entonnoir qui est suffisamment large. Parce que si on fait du sponsoring, on tape beaucoup à côté. Et puis, il y a tellement de bruit que les gens ne regardent même pas. Donc, il y a vraiment un churn, enfin, une déperdition qui est très forte au départ. C'est difficile d'avoir large. Et puis, il y a une déperdition qui est très forte. Et puis, c'est un long processus. Qui n'intéresse pas vraiment. Les gens c'est un message, c'est plus facile de dire vous allez avoir vos produits de beauté ou de soins, de bien-être 20% moins chers, que de les convaincre sur mon programme politique. Vraiment, je vous jure, j'ai bossé comme un malade et il a du sens pour demain, quoi. Le message est plus compliqué et donc n'est pas 100% adapté. C'est ça qui est dommage, c'est que vraiment, au-delà des valeurs que, par exemple, que moi je porte et auxquelles je crois vraiment, l'extrême droite dit vraiment aussi des conneries qui sont juste fausses économiquement, qui sont juste à l'inverse. Ce qu'ils disent n'est pas exact. Au-delà du fait de dire que ça ne correspond pas à ce en quoi je crois humainement. Mais le démonter, ça prend un temps fou. Ça prend 10 fois plus de temps de démonter un argument que d'envoyer une connerie. Donc voilà, ça c'est pour ça qu'ils sont généralement assez forts ils sont super forts en com, quoi. Et puis on a globalement un problème de polarisation. On est sur des logiques de polarisation dans les médias, dans les opinions publiques, dans la culture en fait. Hein, on a un effet de balancier qui vient très très fort. On a eu un effet de balancier où on a essayé de pousser, certains ont essayé de pousser peut-être trop des logiques de virtuosité, de bien faire.
Et là, on est retourné mais, totalement dans l'inverse. C'est qu'est-ce qui est intéressant pour ma gueule, pour les miens, ma communauté, à court terme, dans une logique de on peut tous s'insulter et vraiment se polariser. Et je pense que c'est vraiment une énorme erreur. Parce que la réalité, c'est que ce n'est qu'en recherchant l'intérêt commun qu'on peut maximiser le bien-être global. Mais on n'est plus du tout dans cette logique-là et les réseaux ne te poussent pas à ça. Donc les réseaux poussent de manière intrinsèque, vu qu'ils poussent à la réactivité, ils poussent au comportement extrême, donc en fait ils influencent et ils aident les extrêmes. C'est mathématique en fait. Je veux dire, un comportement extrême va générer plus de réactions. Ce qui a plus de réactions va mieux fonctionner sur les réseaux. Donc comment est-ce qu'on peut être radicalement du centre? Comment est-ce que je peux être extrême avec une parole nuancée? C'est ça tout le challenge de ceux qui veulent vraiment défendre ça. Et c'est pas simple. C'est plus facile d'être radical et d'énerver les gens et donc de leur faire la pub en disant des conneries. Et là, tout de suite, tu as donné ton âge. Tu as dit que c'était important pour toi de rester toi-même, ce que je valide à 200%. Et ça rejoint un sujet marketing qui est assez fort trendy pour le moment, qu'on appelle le personal branding. Est-ce que tu fais attention à ton personal branding? Est-ce que tu travailles ça? Je fais quand même attention à être cohérent dans le message parce que déjà c'est tellement compliqué d'en passer que j'essaye quand même d'être cohérent dans la manière dont je vais me comporter, dont je vais essayer de parler et j'essaye de... Oui, donc il y a dans ce sens-là un personal branding. C'est... oui, je me dis qu'est-ce que je veux incarner parce que on a... Alors il faut être hyper cohérent avec qui on est comme être humain. De toute façon, sinon on a une dissonance et on devient fou. Il n'empêche qu'il y a une partie de soi qu'on met vers l'extérieur parce que ce que je vends, c'est pas Yvan, la totalité d'Yvan, c'est le Yvan politique. Et ce Yvan politique-là, qu'est-ce qu'il incarne? C'est quoi son message? Et donc, il faut que je fasse attention à essayer de renvoyer souvent le même type de message. Alors que, oui, ma personnalité est quand même plus diverse que celui-là mais il y a d'autres parties de ma personnalité qui sont pas importantes pour ce message. Et donc je vais faire attention à mon personal branding par rapport à ça et je vais essayer d'être cohérent même dans la manière dont je vais m'habiller avec ce que je veux incarner. Je vais pas venir sur un plateau de télé avec un t-shirt Do Not Work ou j'en sais rien moi. Donc tu fais quand même attention je pense en restant toi-même. Oui, tu restes toi-même, mais tu essaies quand même d'être cohérent, quoi. Ouais, ça, je pense que et c'est pas se trahir. Ce que je ferais pas, c'est truquer les choses ou aller à l'inverse de ce que je suis. Mais par contre, oui, je pense qu'il faut être attentif dans l'image qu'on renvoie. Et est-ce que tu as... Mais comme je vais dire une connerie, mais comme j'essaie d'être cohérent dans ce que je raconte à mes enfants, où je dis, voilà, moi, mon job par rapport à eux, c'est, oui, évidemment, je suis leur père et c'est ce que j'ai de plus précieux, mais je suis aussi, enfin, je suis pas que Yvan, tout Yvan, je suis leur père. Et un père ne donne pas toute sa personnalité ou ce qui est important par rapport à ses enfants, c'est il y a des choses qu'on transmet puis il y a des choses qu'on garde pour soi. Je veux dire, il y a une partie de mes problèmes que je vais pas faire porter à mes enfants. C'est pas leur job de s'occuper de moi, c'est mon job de quelque part de partager le fait que c'est pas simple tous les jours, mais c'est pas leur job de s'occuper de moi, donc je vais pas leur demander de s'occuper de moi. Donc je vais être cohérent, je vais faire du personal branding ou en tout cas je vais jouer mon rôle de père. Je suis pas leur meilleur pote. Je m'entends super bien avec eux, je vais voir le foot avec eux, je les adore, mais je suis pas leur pote. Donc oui, je suis cohérent dans mon personal branding. J'espère qu'ils ont entendu. On n'est pas potes. Non, je les adore, mais oui, on est quand même potes. Mais c'est différent, quoi. Ouais, bien sûr. On se comprend. Et est-ce que tu as une anecdote un peu marrante ou bizarre au niveau de la politique? Est-ce que tu as reçu pendant la campagne, je sais pas moi, un mail avec une demande un peu bizarre ou Il y a des mails avec des demandes bizarres, j'en reçois tous les jours. Donc je les regarde plus. Parce que il y a beaucoup de gens bizarres quand même. Et donc pas... mis à part des mails bizarres, t'as pas une anecdote un peu spéciale à raconter, que ça soit au niveau européen ou même quand t'as commencé la politique, ou même au niveau entrepreneuriat, hein. Des histoires de guerre, il m'en est arrivé tellement, mais pas un truc qui va faire marrer. Ça me vient pas direct comme ça. J'ai vraiment parfois galéré, tu as des grands moments de solitude, tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, il y en a plein. Voilà. Mais non, il n'y a pas un truc qui me sort comme ça direct. J'imagine qu'il y en a plein, mais ouais. Quand on n'est pas préparé, c'est vrai que c'est difficile d'en retrouver une. Est-ce que tu as
peut-être un petit mot de la fin, quelque chose que tu as encore envie d'aborder, ou peut-être donner un conseil à des jeunes qui veulent créer, justement. Ben, moi, le seul conseil que je donne, c'est vraiment, au-delà de tout, il faut faire ce il faut faire avec passion. Et pour faire avec passion, il faut faire quelque chose qu'on aime. Parce que sinon, on ne peut pas le faire avec passion. Et quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, je crois que chacun a des armes. Et j'ai rarement vu des gens qui avaient vraiment une passion, qui se bougeaient, mais comme des malades. Bien sûr, c'est pas, voilà, il y a un facteur chance qui joue, mais c'est tellement le plus important. La vie, elle est trop courte que pour pas faire un truc qui nous plaise. Et donc, je crois que quand on a envie de créer, il faut oser, quoi. Il faut oser croire en soi et le faire parce que du coup, on est bon, parce que du coup, on va à fond, parce que du coup, on convainc les autres. Et je pense que ça, c'est la clé. Et c'est, enfin, moi, je crois que c'est ma plus grande force. Et c'est pas un truc compliqué. Enfin, je veux dire, faire avec passion, faire avec enthousiasme, faire avec envie. Il faut pas être malin, faut pas être riche, faut pas être. Chacun peut l'avoir en soi. Mais la clé, c'est d'être en cohérence avec un truc qu'on porte et puis, paf, on le donne, quoi. Et puis, ça peut être le truc avec lequel on gagne sa vie ou ça peut être quelque chose à côté. Et à côté, ben, on gagne sa vie avec autre chose. Mais en tout cas, putain, la vie est trop courte. Il faut aller dans un truc où on est heureux de le faire et de le donner. Et je crois que c'est ça, créer, en fait. Tu peux créer 1000 choses. Tu peux juste créer de l'amitié. Tu peux créer, tu peux créer de l'art, tu peux créer plein de choses. Mais si tu le fais avec... Là, ça change tout. Donc, tout donner. Mais tu as donné justement déjà pas mal de conseils, je pense, durant la discussion. Mais le dernier conseil, tout donner. Ça rend heureux, en fait. Ça rend heureux. L'effort rend heureux. Et c'est ça qui me rend fou en politique, c'est qu'il y en a certains qui disent ouais non mais il faut accompagner, il faut prendre soin. Oui, il faut prendre soin. Il faut prendre soin, mais ne pas. Enfin, il faut se rendre compte que l'effort rend heureux. Faites un match de tennis en jouant à moitié, vous allez vous faire chier. Faites un match de tennis, même si vous le perdez, ou vous suez comme un malade, après vous êtes content. C'est ça la différence, c'est ça qui rend heureux. Le moteur, c'est ça. Et pour ça, la seule chose, c'est qu'il y a des gens qui sont blessés, qui ont souffert et qui n'osent plus parce qu'ils se sont pris trop de claques. Et je crois qu'on doit les protéger, en fait. Il faut qu'on respecte les gens qui se tombent, il faut qu'on les aide à se relever parce que sinon, le danger, c'est qu'après, ils n'osent plus donner et qu'ils n'ont plus envie parce qu'ils n'y croient plus, en fait. Voilà. Pardon, je me suis emballé. Non, génial. Mille merci pour ces derniers mots. Peut-être, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Que ce soit sur les réseaux, sur ton site. Oui, alors on va refaire le site. Donc, je ne sais plus quelle est l'adresse. Avant, c'était ivan2024.eu. Parce que c'était mon site de campagne, je crois qu'il fonctionne toujours, où il y a moyen de s'inscrire sur ma newsletter. Sinon, sur LinkedIn, sur Facebook, Ivan Verhoekstra, député européen, je pense qu'on peut trouver et s'inscrire à la newsletter. J'essaie d'en faire une par mois, où j'essaie d'expliquer, de vulgariser ce qu'on fait au quotidien comme parlementaire européen ou comme homme politique en général. Génial. Écoute, Yvan, mille merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.